Cet événement, vous le savez certainement, mais je vais vous en doter, c'est plusieurs mois de préparation avec la professeure Marion Leboyer, qui est directrice de la Fondation Fondamentale, avec nous ici ce soir. Donc la Fondation Fondamentale, c'est une fondation de coopération et de recherche scientifique. Et donc ce soir, on est réunis autour d'un sujet qui suscite un intérêt croissant, et pas uniquement pour les personnes qui ont un trouble bipolaire, mais en fait pour tout un chacun. Il suffit d'écouter les médias en ce moment ou de lire la presse pour voir que l'impact de la nutrition, en fait, eh bien, ma foi, est très important sur nos santé. On a pensé pendant longtemps que oui, ça touchait, on va dire, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Et on se rend compte aussi maintenant que ça touche aussi la santé mentale de tout un chacun, mais aussi les personnes qui ont des troubles psychiatriques, et ici en l'occurrence des troubles bipolaires, et donc il y a des choses à faire. Vraiment important de rappeler qu'une personne concernée, et on en a ici ce soir, elles vont pouvoir témoigner, par un trouble bipolaire peuvent tout à fait exercer une activité professionnelle dès lors qu'un certain nombre de conditions sont mises en place pour leur faciliter, entre guillemets, donc leur activité. Parce que ces personnes ont des talents que d'autres n'ont pas. Et donc notre ambition est désormais de faire de ce rendez-vous un moment annuel de réflexion, de partage et de mobilisation. Donc c'est le deuxième. Alors ce soir, on va tout vous raconter en même temps que vous dînez, peut-être être un peu un challenge. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la nutrition et le trouble bipolaire. Je ne vais pas parler longtemps parce que vraiment on a envie d'entendre tous les orateurs qui vont succéder ce soir. Je voudrais juste rappeler quelque chose que vous savez tous, c'est probablement ce qu'on va dire ce soir ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas à tous les patients bipolaires parce que les troubles bipolaires, c'est une pathologie très hétérogène, très complexe, multifactorielle. Et c'est vraiment ça l'objectif de ce programme français de psychiatrie de précision, c'est d'arriver à être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin dans l'identification des patients et essayer de comprendre lesquels vont répondre à quelle stratégie thérapeutique au pluriel. Donc pas de conclusion définitive ce soir, sûrement, mais on continue à apprendre, on continue à soutenir la recherche qui en a grand besoin, parce qu'on a besoin d'améliorer nos outils diagnostiques pour être de plus en plus précis. On a besoin d'améliorer la compréhension, et en particulier la compréhension de ce lien dont on va vous parler ce soir entre cerveau et intestin. Et on a surtout besoin d'affiner la précision des stratégies thérapeutiques qu'on voudrait être plus adaptées pour chaque patient au bon moment, parce que l'élément temps est aussi quelque chose de très important. C'est précisément parce que cet acte est quotidien, répété, ordinaire, et que nous avons tendance à en sous-estimer la puissance. L'alimentation agit profondément, mais en silence. Son action n'est pas stricto sensu, médicale ou thérapeutique. Ça, c'est un point assez important dans notre réflexion. Elle participe néanmoins, jour après jour, à la construction d'un terrain biologique, psychique et relationnel dans lequel une personne vit, se régule, se fatigue, s'ennuie et tombe malade. Le premier risque lorsqu'on parle de nutrition en psychiatrie, c'est de concevoir l'assiette comme un assemblage de nutriments, une sorte de pile de comprimés destinés à traiter des symptômes. Penser l'alimentation relève en fait davantage d'une compréhension de l'architecture dynamique du vivant que de la réparation ponctuelle du pathologique. Réfléchir à l'alimentation dans le soin a pu paraître peu rigoureux, comme si ce sujet relevait davantage de la sociologie, des modes, de l'exotisme, plutôt que de la science, et n'était véritablement légitime qu'à travers les maladies métaboliques dont parlait Dominique tout à l'heure. Les témoignages des personnes concernées, enfin, auront une place essentielle, car elles viendront ponctuer les interventions plus théoriques. Ces témoignages nous rappelleront que les questions se jouent dans la vie quotidienne. L'enjeu de la santé de cette soirée est la croisée de la biologie, des neurosciences et de la phénoménologie du quotidien. Ce n'est donc pas de faire de l'alimentation une réponse magique aux troubles bipolaires. Donc qu'est-ce que le microbiote intestinal et finalement pourquoi on en parle autant depuis quelques années ? J'ai envie de dire qu'on parle des microbes depuis bien plus longtemps finalement parce qu'avec Pasteur, ça avait déjà commencé. Pasteur disait le microbe est tout,
Et un de ses adversaires, Béchamp, disait « Le microbe n'est rien, mais le terrain est tout ». Et finalement, on va se rendre compte qu'en fonction du terrain, des patients, des individus, eh bien, les microbes peuvent changer. Alors pourquoi on s'intéresse depuis environ 20 ans au microbiote intestinal? Eh bien déjà parce que maintenant on a beaucoup plus de capacité à pouvoir analyser le patrimoine génétique des bactéries, ce qui n'était pas possible auparavant. Et donc ça fait depuis 2006 finalement qu'il y a des études sur le microbiote intestinal qui ont commencé à prendre leur essor. Alors qu'est-ce que le microbiote intestinal? Eh bien vous avez peut-être entendu parler de la flore commensale, les bactéries qu'on peut avoir sur la peau. C'est pareil pour notre appareil digestif. Il y a des bactéries, des virus, des parasites qui en font partie de façon physiologique et qui sont finalement des bonnes bactéries, des bons virus et des bons parasites qui ont une fonction, notamment pour l'inflammation, parce que les bactéries qui sont saines vont produire des produits qui vont diminuer l'inflammation. Et on sait de plus en plus, grâce notamment à tous les travaux du professeur Le Boyer, que l'inflammation peut jouer un rôle dans les troubles psychiatriques. Alors il a fallu un peu plus de temps pour que le microbiote s'intéresse à la psychiatrie, et puis c'est à partir finalement de 2012 que Cryan et Dinan, qui sont grands chercheurs irlandais qui travaillent avec le professeur Le Boyer, ont vraiment établi les bases scientifiques de l'axe intestin-cerveau. Alors qu'est-ce que l'axe intestin-cerveau? Ça repose sur différentes choses. Il y a le nerf vague déjà, qui est une des paires crâniennes, un des nerfs, qui va faire le lien entre le système digestif et notre cerveau. Et puis il y a aussi le fait qu'en fait notre système digestif a une perméabilité, et donc selon la composition du microbiote intestinal, notre intestin, notre côlon vont être plus ou moins perméables, ce qui va changer les choses qui passent dans la circulation sanguine. Et c'est là qu'on voit que l'alimentation va être importante, puisque c'est l'alimentation qui va apporter des choses qui passent dans notre intestin et notre côlon. Et si on a plus de perméabilité intestinale, finalement, il va y avoir des choses un peu toxiques qui vont passer dans la circulation sanguine. Aujourd'hui, je vais vous parler des dysfonctions des mitochondries dans les troubles bipolaires. Et mon intervention aura deux objectifs. Le premier étant de vous montrer ce qu'on fait en recherche concrètement pour mieux comprendre ces dysfonctions. Et le second sera d'introduire les prochaines interventions et de vous donner les clés pour mieux les comprendre. Tout d'abord, je dois définir ce que sont les mitochondries. Donc, ce sont ces usines à l'intérieur de nos cellules qui sont par milliers, voire dizaines de milliers, qui produisent l'énergie pour celles-ci. Leur nombre dépend grandement de l'organe. Par exemple, le cerveau, qui demande énormément d'énergie, comptera, par exemple, dans les neurones, environ 10 000 mitochondries, alors que dans des cellules, par exemple, du système immunitaire, qui n'ont pas besoin d'envoyer des messages électriques toutes les millisecondes, on va en avoir entre 100 et 1000. Elles sont aussi les génératrices de ce qu'on appelle le stress oxydant, le stress oxydatif, et qui, si est engendré en trop grande quantité, va être responsable de l'inflammation. Et enfin, ce sont donc des organelles, des organites, ces usines, elles sont très dynamiques, elles peuvent voyager d'une cellule à une autre, elles peuvent voyager dans le sang pour rejoindre le cerveau ou d'autres tissus qui ont besoin d'énergie. Le cerveau représente seulement 2% du poids de notre corps, donc 1 à 2 kg, mais utilise 20% du glucose, donc c'est-à-dire des substrats énergétiques. Et donc le sport a un vrai impact, un impact surtout à long terme bénéfique sur les mitochondries, puisque à court terme, on va demander, par exemple, si on fait du sprint, on va demander énormément d'énergie, ce qui va entraîner beaucoup de stress oxydatif, mais qui va aussi permettre sur le long terme de mettre en place des mécanismes compensatoires au stress oxydatif, et donc sera bénéfique, sera antioxydant sur le long terme. Donc je m'appelle Elsa, j'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire il y a 14 ans maintenant. Donc ça fait 14 ans que je vis avec, et vous n'allez pas le croire, mais il y a 14 ans, je faisais la moitié de mon poids. Donc pendant les 10 premières années, j'ai testé, retesté des associations, des médicaments, des thymorégulateurs, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques, des hypnotiques, et j'en passe, c'est des meilleurs. Vous dire lequel, ou si l'un de deux est responsable de ma prise de poids, je pense que oui, puisque c'est clairement indiqué dans toutes les notices et dans tous les effets secondaires de ce genre de médicaments. C'est beaucoup remis en doute, on met beaucoup de choses sur le dos, on ne fait pas assez de sport, on mange trop, à savoir que ce sont des médicaments qui ouvrent l'appétit, donnent faim, empêchent la sensation de satiété. Donc oui, ça amène à éventuellement manger plus. Mais pour avoir passé 10 ans au fond de mon lit en dépression sévère et sans manger,
Ça ne va pas empêcher de prendre du poids. Sans manger plus et en mangeant moins, à donner cet effet-là, j'ai repris tout mon poids. Donc que faire face aux médicaments et à la prise de poids? Moi, j'ai pas de solution. Je ne sais pas si les médecins en ont. Moi, pour mon diagnostic de spondylite anchylosante, il a fallu 18 mois pour que mon médecin me prescrive les examens parce qu'il mettait tout sur mon poids, sur mon surpoids. Donc ça a des effets, ce surpoids lié aux médicaments a des effets qui vont bien plus loin que ceux de la santé mentale et ceux de la prise de poids. De quoi est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure? On explique que effectivement le syndrome métabolique et les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, donc y compris le syndrome métabolique, sont extrêmement fréquents dans la population des personnes concernées par des troubles bipolaires, des troubles psychiatriques en règle générale et des troubles bipolaires en particulier. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le syndrome métabolique est en état réversible, modifiable, et donc qui se prête tout à fait à l'éducation thérapeutique des patients pour apporter surtout un accompagnement et un soutien dans l'amélioration de l'hygiène de vie globale. Donc moi, ce que je propose dans mon unité, donc au sein du centre expert des troubles bipolaires à l'hôpital Fernand Vidal, c'est un parcours suivant lequel j'accompagne les patients pendant quelques mois. Je le propose assez systématiquement auprès des patients. Donc on commence par une consultation qui dure une bonne heure pour vraiment faire connaissance. Je m'axe surtout sur quelles sont les ressources des patients, quels sont les freins qu'ils vont devoir contourner. Et on essaye déjà ensemble de réfléchir à leur situation, à ce qui va être possible de faire ou pas. Ensuite, je leur propose de participer en groupe à une journée d'information. Donc là, ce n'est pas une journée où les gens, en général, tombent de leur chaise. Je propose des grandes recommandations de l'OMS avec l'aide de mes collègues diététiciens, psychologues, pharmaciens, pour une journée vraiment avec plusieurs ateliers qui se déclinent tout au long de la journée, différents intervenants qui se rendre disponible pour répondre aux questions et encore une fois redonner les grandes recommandations en termes d'alimentation, d'activité physique, de sommeil. Je vais vous parler du régime cétogène et de son application dans les troubles bipolaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce régime cétogène? Vous avez peut-être entendu parler sous le nom de régime keto, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle dans la presse. Il est caractérisé par une consommation très élevée de graisse, environ 75%, une consommation modérée de protéines, 20% environ, et une consommation extrêmement faible de sucre, donc de glucides, environ 5%. Alors pour avoir un peu une idée de ce à quoi ça correspond, le régime cétogène, il limite l'apport en glucides entre 20 et 50 grammes de glucides par jour. Et à titre de comparaison, une banane, par exemple, ça correspond à environ 24 grammes de glucides. Donc c'est quasiment la totalité de votre apport en glucides dans ce régime cétogène. Alors en temps normal, le corps, l'organisme, il utilise, on l'a dit tout à l'heure, le sucre comme principale source d'énergie. Avec le régime cétogène, on change complètement la façon de faire. On va utiliser les graisses. En fait, l'organisme, le métabolisme va pousser le foie, utiliser les graisses pour les transformer en ce qu'on appelle des corps cétoniques. C'est pour ça que ça s'appelle le régime cétogène. Et c'est ces corps cétoniques qui vont être ensuite ce carburant pour le cerveau et pour le corps. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Dans le régime cétogène, on va privilégier les avocats, les œufs, les poissons gras, donc par exemple le saumon, les sardines, l'huile d'olive, l'huile de coco, les légumes verts mais qui sont pauvres en glucides, donc par exemple le brocoli, les endives, les noix, les amandes et la viande de qualité. On va complètement limiter tout ce qui est sucre, donc sucre blanc, pain, pâtes, pommes de terre, bien sûr les jus de fruits et les sodas, les céréales et légumineuses, tous les produits transformés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est junk food et plat industriel, c'est non. Je ne voulais pas passer pendant le dessert, c'est raté. Voilà. Bon, heureusement, c'est des fruits rouges, c'est pauvre en sucre et c'est plein de polyphénol, donc validation pour le dessert. On peut prendre le dessert. Alors, bonsoir à tous. Je travaille sur la psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation sur la santé mentale, le cerveau et le microbiote. Et on a un vrai problème en France actuellement,
pas qu'en France d'ailleurs, c'est qu'on a une agro-industrie qui s'occupe de notre alimentation et qui n'en a rien à faire de la santé, et une industrie médicale qui s'occupe de notre santé et qui n'en a rien à faire de l'alimentation. Et au milieu, il y a des millions de personnes en fait, qui cherchent des solutions. Et ce qu'on a vu ce soir, je ne sais pas si vous avez été renversés comme moi, mais entre les présentations qui ont eu lieu, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. C'est quand même qu'on a eu la confirmation ce soir qu'il y a 2 modes d'alimentation qui ont des effets drastiquement opposés sur les mitochondries. Donc l'alimentation méditerranéenne et l'alimentation cétogène. Les 2 sont bénéfiques dans l'absolu pour la santé. En fait, on peut être en bonne santé avec chacun de ces modes d'alimentation, mais en ayant des effets complètement opposés sur les mitochondries. Et ça, pour moi, c'est une des clés qui va être majeure dans la recherche des prochaines années. Vraiment, hein, ça je le pense. Et qu'est-ce qui se passe dans notre société moderne? C'est que 30% des produits que nous consommons sont ultra transformés. Ça veut dire que l'aliment solide le plus vendu en France actuellement, c'est le pot de Nutella d'1,5 kg. L'aliment liquide le plus vendu en France, c'est la bouteille de Coca d'1,5 litre. Dans notre société qui ne favorise pas l'activité, qui favorise la sédentarité, qui favorise l'addiction, on l'a dit, les produits ultra transformés, ils ont été conçus pour nous rendre addicts. C'est ça leur fonction en fait. Il faut qu'on en rachète, qu'on en remange. C'est pour ça qu'ils ont été créés en fait, pour augmenter le goût, la palatabilité, pour augmenter le sucre caché. Donc moi si j'avais une proposition à faire demain aux décideurs, c'est on arrête les sucres cachés, c'est interdit, c'est facile à faire. Il y a du sucre dans le guacamole maintenant. Mais où est-ce qu'on est en fait? Le guacamole c'est de l'avocat, il y a du sucre rajouté dedans. Enfin il y a des aberrations. On trouve des gommes de carrageenan dans des épinards surgelés en fait. Dans des carottes râpées, on trouve des aliments ultra transformés qui vont détruire le microbiote dans des carottes râpées. Les gens pensent qu'ils font quelque chose de bon pour leur santé, ils détruisent leur microbiote. Je pense que le plus important, c'est que j'avais déjà commencé à faire la paix avec moi-même avant que la balance ne change de direction. J'avais déjà décidé que ces kilos ne définiraient pas ma valeur. Finalement, ces kilos racontent autre chose. Ils racontent le prix d'une stabilité retrouvée. Ils racontent les années passées à lutter contre une maladie exigeante. Ils racontent un parcours et je n'en ai plus honte. Peut-être parce qu'avec le temps, j'ai compris ce que Saint-Exupéry, qu'on connaît tous, faisait dire au Petit Prince, et on ne le dit jamais assez. Moi, je le dis à ma fille. On ne voit bien qu'avec le cœur, tu sais, l'essentiel est invisible aux yeux, pour les yeux. Voilà, donc si je devais conclure maintenant par un message adressé à tous les patients présents et à tous ceux qui pourront nous écouter, ce message serait celui-ci. Prenez soin de votre santé, faites ce qui est possible, demandez de l'aide, primordial, allez chez Argos. Essayez d'agir là où vous avez du pouvoir d'agir. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas la quête du poids parfait occuper toute la place. Indulgence, patience, voilà, ce sont 2 mots à mettre à l'honneur, s'il vous plaît. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce soir, 4 juin 2026 au Sénat, à l'invitation d'Argos, on a assisté à un changement de paradigme, à un changement de vision, à un changement de l'image que nous avons des troubles bipolaires. Jamais une telle soirée aurait été possible il y a 5 ans, il y a 10 ans. On est sorti ce soir du tout esprit, du tout neurotransmetteur, comme le disait tout à l'heure Guillaume Font, pour aller vers une prise en charge globale des troubles bipolaires. Et je pense que c'est une vraie révolution. Il y a 2 jours, j'étais au ministère de la Santé, où la ministre de la Santé, Stéphanie Risse, a fait un certain nombre d'annonces. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale, où elle a intervenu également. Il y avait un bilan sur santé mentale, grande cause nationale, mais ce que demandent les acteurs, dont nous, les associations, Argos 2001 est au sein d'un collectif qui s'appelle Santé mentale, grande cause nationale, qui a édité un plaidoyer il y a quelques jours. Ce dont on a besoin, c'est de l'argent pour financer de la recherche et puis également qu'on s'inscrive dans un temps long, dans une loi de programmation pluriannuelle pour, à l'instar de ce qui s'est passé pour le plan cancer.